Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire qui a pour thème l'analyse du marché immobilier espagnol pendant et après la crise du coronavirus. Vous êtes nombreux à nous poser des questions via notre site internet ou tout simplement à en débattre sur les réseaux sociaux. Beaucoup de questions sur l'impact que peut avoir la crise du coronavirus sur l'activité immobilière en Espagne. On est tous confinés, ou en tout cas on est nombreux à être confinés. Certains travaillent, beaucoup travaillent de la maison, les frontières sont fermées. On se pose beaucoup de questions sur l'économie mondiale et beaucoup de questions également sur l'économie en Espagne. Est-ce qu'on va revivre la crise de 2008? C'est une des questions qui revient le plus souvent. Est-ce que les promoteurs sont sains financièrement? Est-ce qu'ils peuvent traverser cette crise? Est-ce qu'on va connaître des baisses de prix? Ça, c'est une question qui revient très, très souvent, en tout cas, une question que vous nous posez sur le site. On va tenter aujourd'hui, grâce aux différents intervenants que nous avons invités, de vous donner une image du marché immobilier espagnol et de répondre justement à ces questions. Je vais commencer tout d'abord par les présenter. Je vais commencer par Pablo Rodriguez, qui est directeur commercial de la société de promotion Aedas Homes et qui est représentant aujourd'hui du groupe Provia, qui est l'association des promoteurs immobiliers de la province d'Alicante. Nous avons également Frédéric Lebrun et Sébastien Jacques, qui sont administrateurs de Belfius Bank, Liège City Airport, qui vont pouvoir intervenir par rapport au financement en Belgique pour un bien en Espagne. Étienne Baudouin, un avocat espagnol spécialisé dans le droit immobilier, qui travaille pour le cabinet AV Abogados, qui est actif sur la zone de la Costa del Sol. Roberto Coll, qui est office manager pour Zapinvest, mais qui va participer aujourd'hui à ce webinaire en tant que licencié en sciences politiques et de l'administration publique de l'État. Il s'agit en fait de son titre et du diplôme qu'il a, va pouvoir nous donner une petite analyse un peu plus poussée sur les mesures qui sont prises aujourd'hui. Maria Jesus Lopez, qui est project manager pour la société Forcels, qui est un commercialisateur de projets immobiliers. En fait, c'est un sous-traitant pour quelques promoteurs, notamment certains importants comme Via Céléré et Metrova Cesa, basés principalement sur la Costa del Sol. Et enfin, David Zapico, qui va intervenir en tant que CEO de Zapinvest, qui lui est basé à Estepona, qui vit maintenant en Espagne au quotidien avec sa famille. Je propose que nous commencions avec Roberto, qui pourra, je pense, nous éclairer un peu plus sur les mesures qui sont actuellement en vigueur sur le territoire espagnol. Avant toute chose, Roberto, est-ce que tu peux peut-être faire un petit point sur la situation au quotidien au sein du bureau de Zapinvest? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. En premier lieu, si tu me permets, je voudrais avoir mes pensées vers les clients victimes de cette pandémie, leurs familles, leurs proches. Zapinvest partage leurs souffrances et se tient à leur côté en ce moment si difficile. Pour répondre à ta question, notre société Zapinvest, les gens qui me connaissent le savent, est une belle et grande famille. Je laisserai après David Zapico expliquer un peu cette réalité familiale, ce que cela représente pour nous, mais aussi ce que représente de positif cela pour nos clients. Dans l'équipe de la Costa Blanca, nous sommes tous bien de santé, autant nous directement comme nos familles et nos proches. Nous sommes en mode télétravail, comme la majorité des gens. Nous sommes attentifs aux demandes, aux questions, aux inquiétudes de nos clients. Et comme dans toutes les familles, pendant le confinement, beaucoup de messages, d'appels, de vidéos entre tous les membres de l'équipe. Super. Et par rapport aux clients, justement, tu disais que tu étais en contact avec eux. Est-ce que, je suppose de clients, mais peut-être des clients qui sont en cours, donc des clients qui ont leur projet qui est en cours de construction. C'est quoi leur réaction? Est-ce qu'ils sont inquiets ou est-ce qu'ils sont plutôt pressés de pouvoir venir te rendre visite? Exact. Oui, nous sommes en contact avec nos clients donc actuels, futurs et aussi passés. Je dis ça parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des mails et des appels de clients qui ont acheté avec nous il y a 4, 5 ou 6 ans pour prendre de nos nouvelles. On reçoit un grand nombre de mails et d'appels de clients pour savoir quelle est la situation de la construction pour les clients qui sont nombreux, qui ont acheté un bien en phase de construction. Nous sommes en contact évidemment aussi avec les clients qui vivent ici, qui sont résidents ici en Espagne. Nous sommes en train de les aider dans diverses démarches et surtout expliquer les étapes et les mesures du confinement vu la barrière de la langue. Inquiets, je pense que c'est pas le mot, je pense plutôt impatients. Ils sont impatients de pouvoir revenir sous le soleil espagnol. Écoute, c'est très simple. Quand un client qui est à plus de 2000 km d'ici nous appelle ou nous écrit un mail,
il a besoin d'une réponse rapide et directe. C'est ça. Si nous sommes en temps normal à 100% à l'écoute de nos clients, en temps exceptionnel comme l'actuel, nous sommes encore plus attentifs envers eux. Super. Et justement, tu parlais tout à l'heure des mesures qui sont prises en Espagne. Nous, on a vraiment idée de ce qui se passe ici en Belgique. On aura d'ailleurs justement des informations logiquement aujourd'hui sur la possible sortie du confinement. Quelles sont les mesures actuelles en Espagne? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je vais essayer d'être simple dans ma réponse. Le gouvernement espagnol a décrété donc l'état d'alarme le 14 mars dernier. Nous y sommes encore, 40 jours après. Cet état d'alarme permet au gouvernement d'appliquer des mesures exceptionnelles au niveau de la circulation de la population, du confinement, entre autres. De plus, du 30 mars au 9 avril, les secteurs économiques non essentiels ont été confinés de manière obligatoire, ce qui n'avait jamais été mis en place en Espagne. Maintenant, depuis le 10 avril, comme vous le savez, et je pense que plusieurs invités vont l'expliquer par la suite, la construction et l'industrie comme activité ont repris leur travail. Ce qui est important aussi, que tout le monde attendait, c'est qu'à partir de ce dimanche après-demain, dimanche 26 avril, les enfants de moins de 14 ans pourront sortir 1 heure de la maison, de 9h à 21h, à 1 kilomètre maximum de la maison et toujours accompagnés par un adulte. C'était une demande, pas qu'en Espagne, dans d'autres pays européens aussi, une demande très attendue et cela va se faire réalité ce dimanche. Pour vous expliquer en grande ligne, le gouvernement a approuvé mardi en Conseil de ministres que les entreprises qui utilisent par leurs caractéristiques le mode du télétravail depuis le début du confinement le fassent jusqu'au moins le 22 juin prochain. Il a aussi approuvé que la fermeture des frontières se prolonge jusqu'au 17 mai. Ça, c'est une confirmation via le Conseil de ministres. Avant-hier, le Parlement espagnol a autorisé le gouvernement à prolonger l'état d'alarme jusqu'au 9 mai. Ça, c'est la nouvelle date. D'accord ? Au niveau de mesures économiques, pour expliquer rapidement aux personnes qui sont en train de nous écouter, le gouvernement espagnol a adopté les mesures économiques les plus importantes de toute la démocratie en Espagne. Plus de 200 milliards d'euros pour soutenir les familles, les indépendants et les entreprises. Pour vous faire une idée, ces mesures économiques représentent plus de 16% du PIB espagnol. Et ces mesures économiques, plus des mesures sociales, permettent que, par exemple, actuellement, presque 4 millions de salariés soient sous le régime du chômage technique, qu'il y ait des exonérations d'impôts et cotisations pour les indépendants et les entreprises, qu'il y ait des exonérations dans les paiements des locations de locaux pour les entreprises et les indépendants, mais aussi pour les logements pour les familles les plus vulnérables, pour des exonérations des moratoires pour des crédits hypothécaires. Tout cela représente des efforts que les Espagnols sont en train de faire pour lutter contre les effets négatifs de la crise économique et sociale. D'accord, donc beaucoup de choses qui sont mises en place un peu à l'image de ce qui est fait en Belgique. C'est assez chouette de le savoir. En tout cas, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant. À côté de ça, il y a beaucoup d'informations, j'ai même envie de dire de rumeurs qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout parce qu'on a le temps, je pense, de lire ça. On parle de la fermeture des restaurants jusqu'à fin d'année, on parle de la fermeture des plages, on parle du fait qu'il n'y aurait pas de vol en été. Est-ce qu'il s'agit d'informations confirmées ou voilà, est-ce que tu peux confirmer ces infos ou pas du tout? Le virus se propage à une vitesse colossale dans le monde entier. C'est une vraie tragédie. Mais les rumeurs et les fausses informations se propagent malheureusement à la même vitesse. C'est difficile de savoir aujourd'hui quelle sera la situation de la pandémie dans une semaine. Très compliqué de préciser dans un mois. Et donc impossible de savoir dans les prochains mois, donc durant l'été. Ce que je pense que nous devons faire, c'est attendre cette prochaine date, le 9 mai, pour savoir s'il y aura ou pas une nouvelle prolongation de ce confinement et connaître peu à peu la date de ce déconfinement, savoir quand, comment et où il va se faire. Et puis, après, penser à l'ouverture de frontières, à la reprise des vols, etc. C'est encore trop tôt pour le savoir. C'est ça. Écoute, merci Roberto. Donc, il n'y a pas encore de date pour les reprises, en tout cas des visites dans notre activité immobilière. Par contre, comme le disait Roberto, les chantiers ont repris. Pablo, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les conditions de travail, en tout cas, dans
dans votre société au niveau des travailleurs sur les chantiers? Est-ce qu'il y a des conditions spéciales de sécurité? Est-ce que vous travaillez à la même vitesse qu'en temps normal? Comment est-ce que ça se passe au quotidien pour vos ouvriers? Bon, tout d'abord, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. En fait, oui, on a pris des mesures de protection individuelle pour les travailleurs. Et bien sûr, cela donne une ambiance de travail tout à fait différente. Aussi dans les chantiers que sur les offices de vente qui, à jour d'aujourd'hui, ils sont tout à fait clôturés. Dans les chantiers, les équipes de protection individuelle font que les travaux aillent dans une vitesse tout à fait différente. C'est-à-dire, on ne peut pas... Tout d'abord, on n'a pas travaillé pendant des semaines. Et maintenant, tous les chantiers sont ouverts et sont en train d'avancer, mais dans des conditions différentes. Alors, la vitesse et les retards que l'on peut souffrir, on pourra les savoir une fois le travail commence à devenir dans une vitesse normale. Maintenant, on ne peut pas établir quels sont les retards qu'on va souffrir. Bien sûr, il y aura des retards, mais ça dépend beaucoup dans des situations particulières. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu un chantier où un des travailleurs a été infecté par le coronavirus. Alors, on a dû clôturer, on a dû envoyer tout le monde à la maison et passer les tests. Et finalement, les travailleurs n'étaient pas contaminés. Peut-être là, il y avait un douleur de je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est là fait des retards aussi dans la chaîne de production que dans la chaîne des ressources. Alors, on verra après dans une paire de semaines qu'est-ce qui s'est passé finalement. Tout à fait. Alors, ce qui est positif, c'est que ça ait repris. Maria, tu peux également nous confirmer voilà, que pour les sociétés voilà, pour lesquelles tu travailles, que tu représentes en tout cas, les chantiers ont bien repris également sur la Costa del Sol? Oui, comme vous savez, comme Roberto vient d'indiquer, les travaux ont été paralysés pendant des semaines, mais après, surtout le 13 avril, ils sont réactivés, ils sont en train de travailler là-bas. Bien sûr, en prenant les mesures que les autorités sanitaires ont imposées, ont recommandées, et ce qui veut dire qu'ils ne sont pas 100% à leur performance, mais on peut parler d'environ 70%. Et alors, pour l'instant, comme Paolo a indiqué, on n'a pas des incidences sur les retards. Tous nos projets, il était dans un rythme de travaux assez bon et même il était en train de progresser assez bien. On verra, car pour l'instant, les 2 semaines de paralysation n'ont pas affecté, on va dire, la date de livraison. Il faudra voir un peu plus comme tout s'avance et surtout en mai, voir un peu l'évolution de la situation du coronavirus. Et si tout se reprend avec normalité, on pourra dire exactement s'il y a des retards ou pas. Mais pour l'instant, on n'a pas des incidences. D'accord. Avant peut-être d'aller un peu plus loin sur ton quotidien, tu pourrais nous donner un petit peu une idée du nombre de chantiers qu'il y a en cours dans la région ou même de projets qui sont en vente? Oui, ici à la Costa del Sol, c'est un peu difficile de donner une chiffre exacte de projet, mais on peut parler de plus de 200 promotions en cours, dans tout cas. En cours, ça veut dire qu'ils sont en train de se commercialiser et beaucoup de se construire. Et on sait que la plupart des chantiers ils sont en train de continuer avec l'activité. Et tout continue et progresse avec, entre guillemets, la normalité prévoit. Les gens continuent en train de travailler. C'est vrai qu'on a changé notre système, il faut télétravailler. Et nous sommes en train de nous adapter à ces nouvelles situations, mais on est en train aussi de penser à de nouveaux systèmes pour faire plus facile la vente à travers d'Internet. C'est pour ça que il y a beaucoup aussi des systèmes comme les visites virtuelles qu'on est en train de faire aussi avec nos clients, nos collaborateurs. C'est quelque chose qui fonctionne justement? Les visites virtuelles, vous en faites beaucoup? Vous avez de la demande? Oui, nous avons la demande de collaborateurs et des clients et, qui demandent pour une visite virtuelle. Je voulais surtout signaler que c'est un moyen de communication avec nos clients.
C'est-à-dire, il y a des clients qui sont à la recherche des appartements. Ça sert pour les aider, les faciliter, surtout qu'ils peuvent connaître mieux les détails des promotions. Je crois que c'est l'occasion pour eux de savoir un peu plus, même à la distance, et de se préparer mieux pour la future achat. Alors, je crois que c'est aussi la possibilité d'avoir meilleure information et même de découvrir ce qui est à la Costa del Sol. Et même, il y a qui découvrent un Cupra et utilisent aussi un peu la flexibilité que les promoteurs sont en train de donner à ce moment-là, à travers des réservations avec un remboursement de sa compte. Et bon, je crois que c'est intéressant aussi car on est en train d'apprendre beaucoup avec ce système. Super. Et par rapport aux clients qui ont déjà acheté et dont le projet est en cours de construction, est-ce que tu as beaucoup de contacts avec eux et comment est-ce qu'ils réagissent? Bon, et on pourrait dire qu'ils sont en train ils sont comme vous demandez avant si c'était inquiet ou si c'était. Je crois qu'ils sont impatients aussi. Nos acheteurs, ils sont en train de contacter pour voir comment tout progresse et ils sont assez impatients de pouvoir continuer avec son achat. Et surtout, par exemple, on avait un projet, on était juste en train de livrer les appartements. On a dû un peu paralyser l'activité car il y a aussi des mesures chez les notaires et en disant que se signent surtout les opérations et, qui sont considérées comme le plus urgent. Et alors, ceux qui ont un dossier de financement sont considérés plus urgents et ceux qui sont les premiers à se préparer. Mais surtout, ils sont impatients pour continuer avec l'opération. Ils nous demandent comment tout progresse, si les chantiers sont actifs. Et quand ils voient que l'activité continue, ils nous demandent de savoir un peu plus et quand ils vont pouvoir finaliser son achat. Mais c'est ça, c'est plus pas inquiet pour la situation pour l'instant, c'est surtout impatient de que tout s'avance, car ça passera. Justement, tu parlais de la possibilité de passer les actes et qu'il y avait une certaine priorité qui était donnée à certains dossiers. Étienne, pour rappel, le bureau d'avocat est vraiment la personne qui va être en charge vraiment de toute la partie administrative lors de l'achat d'un bien en Espagne. Et donc, c'est souvent toi, Étienne, qui va passer les actes avec une procuration pour tes clients. Comment est-ce que ça se passe au niveau du quotidien? Est-ce que tu vas encore chez le notaire ou pas du tout? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Évidemment, on passe les actes devant du notaire, mais dans ce cas, il faut contacter en avance au notaire pour communiquer l'intention de passer les actes et montrer l'urgence de cet acte. C'est-à-dire, dans ce cas, les clients qui sont en contrat et il y a une date limite, il doit manifester au notaire la raison pour laquelle il veut passer et signer les actes. Et bon, dans ce cas, la date limite est justifiée avec le contrat privé ou promesse de vente. C'est ça. Et tu as, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place chez les notaires en Espagne? Par exemple, en Belgique, je sais que bientôt, on va pouvoir donner procuration en ligne directement au notaire, en se connectant et en prouvant notre identité avec le lecteur de carte. Est-ce qu'en Espagne, il y a des choses qui ont été mises en place maintenant avec le corona? Non, pas dans ça. Mais pour passer chez le notaire, il doit passer en présence. Le bureau de notaire soit ouvert. Donc, il faut les téléphoner, les contacter en avance avec un préavis pour faire rendez-vous, l'expliquer la raison pour laquelle on veut passer devant le notaire, une procuration, une acte d'achat, un testament, un crédit. Et le notaire, il doit étudier la raison pour laquelle on doit passer et accepter. Donc, on se déplace avec toutes les mesures de sécurité, les gants, les masques. Et nous serons sur place et on signe. C'est ça. Donc toi, depuis la crise ici, tu as déjà été signé alors des actes d'achat? Oui, évidemment. Oui. On a été signé des actes d'achat, des promoteurs, des particuliers, procuration. D'accord. Et tu es souvent en contact avec tes clients. Je sais que tu en représentes beaucoup de différentes nationalités d'ailleurs, beaucoup de Belges, mais je sais que tu travailles également avec d'autres nationalités. Est-ce que malheureusement, il y a eu des annulations par crainte des clients ou tu n'en as pas eu? On a eu quelques-unes, mais très peu. On a
peut-être on dirait entre 2-3% des clients qui sont décidés à annuler vu surtout qu'ils ont peur, mais normalement tous les clients ils sont un peu impatients pour voir quand ils peuvent se rendre sur place, mais annulation on a eu très peu. D'accord. C'était une crainte par rapport à quel niveau? Niveau financier ou... C'est un peu pas connaître le futur, mais au niveau financier, non. Les promoteurs ils continuent à travailler, à construire. Les notaires ils sont ouverts, les banques qui financent. L'État espagnol a injecté de l'argent et des crédits spéciaux qui s'appellent ICO pour aider les entreprises et toute l'activité bancaire dans le secteur bancaire. L'avance et pas financement. D'accord. Justement, par rapport, si on fait un petit parallèle par rapport à la crise de 2008, toi, tu étais actif déjà en 2008, tu l'as connue, la crise de 2008. Oui, comment est-ce que quelles sont les différences ou quels sont les points similaires que tu vois lors de cette crise-ci? Est-ce que tu peux peut-être nous faire un parallèle et nous expliquer un petit peu ton point de vue? Bon, la crise qu'on a actuellement, comme vous le savez, c'est une crise sanitaire. Donc, c'est surtout les confinements qui nous empêchent nos mouvements de déplacement dans le territoire de la Communauté européenne. Donc, ça impatiente un peu les clients pour se rendre sur place, des clients pour qui sont déjà signés des promesses de vente pour voir quand ils peuvent se déplacer en Espagne pour signer les actes, s'ils doivent se rendre sur place dans les banques, par exemple en Belgique, en France, c'est pour financier, pour signer les crédits. Mais au niveau des crises financières actuellement en Espagne, toute l'activité continue, mais on est limité, comme on vient de savoir, avec les confinements, il n'y a pas de liberté de mouvement. Donc, c'est surtout ça, parce que ça empêche ou ça ralentit un peu l'activité. D'accord. Pablo? Jonathan, si vous permettez, oui, je voudrais rajouter un tout petit peu sur la différence de la crise de 2008. Tout à fait. En fait, c'était justement le parallèle que je voulais faire, parce que je sais que toi, tu as connu notamment de très près la crise de... Oui, et absolument. Justement, je voulais avoir ton avis par rapport à cette crise-ci et voir comment tu pouvais nous les comparer un petit peu et nous donner ton point de vue. Oui, j'ai vécu la crise de très près. Alors, ça n'a rien à voir, en fait. Je voudrais dire que la différence la plus importante, c'est que la crise antérieure, la crise de 2008, c'était une crise, je dirais, plutôt endogène. Et celle-là est plutôt exogène, c'est-à-dire il y a un impact d'un virus, d'une maladie, mais les fondamentaux, c'est-à-dire l'économie, est forte. À ce moment-là, on ne pouvait pas dire la même chose. À ce moment-là, il y avait beaucoup de dettes, il y avait une excès d'offres très importante. À ce moment-là, maintenant, il n'y a pas d'excès d'offres. Plutôt, on produit tous sur demande par rapport à notre compagnie. On a 90% de notre production vendue. C'est-à-dire la production qu'on doit délivrer 2020 et en 90% vendu. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec 2008 où nous tous, en production, en pensant qu'il y aurait la demande parce que cela ne pouvait pas changer. Et voilà, cela a changé. Maintenant, c'est tout à fait différent. Tout à fait. Parce que j'ai l'impression que vous dépendez quand même moins des banques aussi pour travailler aujourd'hui, non? Pour lancer des projets qu'auparavant. Non, je ne dirais pas qu'on dépend moins des banques, mais la réalité, c'est que les banques ont été beaucoup plus dures et qui ont exigé beaucoup plus d'argent de la part du promoteur. On est toujours avec les banques, on ne fait pas la promotion immobilière en direct, c'est-à-dire on ne fait pas les financements, les autofinancements. On travaille avec les banques et ils exigent au moins 20% d'argent de la part du promoteur, au mois. Et en plus, ils ne donnent pas l'argent s'il n'y a pas de ventes. Alors là, avant, ça n'était pas comme ça. Maintenant, il faut démontrer à la banque qu'on a des ventes, mais des ventes fermes, des ventes, c'est-à-dire des ventes signées. Ce n'est pas des réservations, sinon ce sont des ventes, pour que les banques donnent l'argent. Alors, pratiquement tous les chantiers que vous voyez sur l'Espagne sont des chantiers qui ont un minimum de ventes, qui vont entre 30 et 50% de ventes. Et sont des chantiers où les promoteurs ont mis déjà tout d'abord un 20, 25, 30% d'argent de sa poche. Alors, cela n'a rien à voir non plus avec la crise de 2008, où il n'y avait pas d'argent de la part des promoteurs et il y avait peut-être des réservations avec
des 3 à 4% des prix versés par les clients. Maintenant, c'est plutôt 20, 25, 15% des prix déjà versés. Et il y a beaucoup d'argent de la part du promoteur. Alors, je dirais qu'il y a rien, il y a beaucoup de différences entre 2008 et maintenant. Tout à fait. Peut-être en 2008 aussi une surévaluation des prix, où là, on est peut-être sur un prix qui correspond peut-être un peu plus au niveau de prix normal. Voilà, et ça c'est clair. Je pense. Il y a toujours les balances entre la demande et l'offre. À ce moment-là, on est en niveau de production aux environs de 80 000 logements par année en Espagne. Même que le niveau normal, dit par les principaux, la Banque d'Espagne, ou bien les BPA, ou bien les APSE, c'est-à-dire ils disent que le niveau normal en Espagne, ça devrait être entre 120 000 et 150 000. Nous, si vous voyez les statistiques… On construit moins que ce qui est prévu en réalité. Qu'on est demandé, en fait. Ce n'est pas qu'on est prévu, c'est qu'on est demandé. On n'arrive pas à produire tout ce que… Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Tout d'abord, parce qu'il faut… la procédure est ralentie parce qu'il faut tout d'abord vendre à 20-30%, comme j'ai dit avant, 40% parfois, avant de commencer les chantiers. Il faut mettre de l'argent de sa poche. Alors, il y a beaucoup de procédures précédentes qui ralentissent la construction. Alors, c'est pour ça qu'il y a une demande réelle dans l'économie et qu'on ne peut pas faire face. C'est pour ça que nous, toute la production qu'on a pour l'année 2020 est déjà vendue à 90%. Tout à fait, d'accord. Oui, on voit qu'il y a clairement une différence. Maintenant, la question qui revient quand même, c'est que vu qu'on parle de crise, on s'attend à ce qu'il y ait des baisses de prix, que les promoteurs doivent vendre rapidement. Est-ce que tu penses que les prix vont être changés, vont être corrigés à l'avenir? J'ai fait une question. C'est-à-dire, si moi, j'ai déjà vendu 90% de ma production, pourquoi devrais-je baisser les prix? Il y a toujours le jeu entre la demande et l'offre. Pourquoi a-t-on baissé les prix en 2008? Parce qu'il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Alors, on devait faire des offres pour capter les clients. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et si, dans les cas extrêmes qu'on n'aurait pas de ventes, 90% de ma production est déjà vendue. Oui. Je préfère attendre un tout petit peu et continuer normalement. C'est ça. Parce que vous avez la possibilité financière de tenir. En fait, la différence, elle est réellement là en nombre de ventes et aussi, je pense, peut-être les liquidités qu'il y a à l'heure actuelle au niveau de l'Espagne. Je pense que ça change par rapport à 2008. Voilà, Maria? parce que les banques sont là. Les banques sont là. C'est-à-dire, si on a des chantiers, si on travaille sur un chantier, c'est parce que la banque nous a approuvé les crédits pour continuer, en plus de notre 20 ou 30% d'argent qu'on a mis. Et si on est sur les chantiers, c'est parce que la banque a approuvé ces dossiers. C'est parce qu'on a des ventes. C'est parce qu'on a l'argent. Alors, à quoi bon de faire des baisses de prix quand on n'a pas des produits pour vendre? En fait, on voudrait avoir plus de produits, mais on n'en a pas. C'est ça. Et toi, Maria, c'est un peu la même chose? C'est quoi le son de cloche des sociétés avec lesquelles vous collaborez par rapport au prix? Bon, pour l'instant, je peux un peu coïncider avec ma collègue de la Costa Blanca. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut distinguer que nous sommes confrontés à un choc externe, à un choc mondial, mais un choc très différent de celui des autres crises précédentes. Car nous ne sommes pas confrontés à un problème de solvabilité ni à un problème de surendettement. C'est-à-dire, en général, même si la situation de Covid va affecter au niveau il y a beaucoup de gens au niveau des pertes d'emploi et des chômages, mais on est arrivé à cette situation avec un niveau d'épargne des familles assez élevé. Et aussi, on voit que le secteur financier était en bonne santé, on va dire. Et c'est pour ça que le secteur aussi est convaincu que les chasseurs de pays européens et à moindre impact économique vont maintenir leur pouvoir d'achat, ils vont relancer la demande.
Aussi, je crois qu'il faut un peu différencier au niveau des projets. Et ici, il y a beaucoup de projets. Il y a des projets surtout ceux qui ont mieux fonctionné pendant cette année qui étaient mieux conçus ou qu'il avait un rapport qualité-prix assez bon et seront renforcés. Tandis qu'il y a des autres projets qui n'ont pas bien fonctionné au cours de la dernière année et qui auront plus de difficultés en raison d'une offre excédentaire dans certains endroits. Alors, c'est pour ça que je crois que même à ce moment-là, les promoteurs en général prévoient qu'il y a un ralentissement normal pour la fermeture des frontières et l'empêchement de voyager des clients dans les prochains mois. Mais je crois aussi qu'il y a dans les marchés l'idée d'un effet de rebondissement au moment qu'il soit possible de voyager. Alors, c'est pour ça que à ce moment-là, les promoteurs, je crois qu'ils ne pensent pas à une réduction des prix en général, mais bon, dans tout cas, on peut dire qu'ils sont en train de penser de certaines actions en fait, comme un petit cadeau pour booster un peu plus la vente. Mais parler d'une réduction des prix générale, ce n'est pas l'intention du marché à ce moment-là. Aussi, je parle du point de vue du marché de biens neufs, pas de biens de revente. Peut-être là, ça dépendra de la situation personnelle du vendeur ou du propriétaire. C'est clair que là, aujourd'hui, on axe peut-être un peu le discours sur le neuf, mais on sait bien que la majorité des Belges achètent du neuf. En tout cas, c'est la nationalité étrangère en Espagne qui achète le plus gros pourcentage de biens neufs. Il est clair que le particulier, je pense, là, ça va dépendre du cas par cas. Certains auront besoin de vendre très vite, d'autres non. Ça peut être le cas, je pense, au quotidien. Et puis, voilà, cette crise va avoir un impact peut-être un peu plus fort sur un ou sur l'autre. Je pense que ce qui était important, Pablo, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était qu'aujourd'hui, on a des produits de qualité. Maintenant, est-ce que tu penses quand même qu'il y a peut-être certains promoteurs qui vont avoir du mal à passer la crise ou pas? En fait, je crois qu'il n'y a pas une grande différence entre les différents promoteurs parce que la banque a été bien disciplinée et a discipliné le secteur, chose qui ne s'était pas passée avant. Alors, les secteurs dans son ensemble est bien discipliné par la banque parce que, comme je dis avant, il n'y avait pas d'argent. S'il n'y avait pas de cofinancement, fort cofinancement de la part des promoteurs, et s'il n'y avait pas de ventes, s'il n'y avait pas de ventes fermes, c'est-à-dire signées, et il n'y avait pas d'argent. Alors, on ne pouvait pas commencer. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt je ne voudrais pas dire que notre compagnie ou une autre compagnie, nous sommes forts et les autres ne sont pas. Je crois que le secteur a beaucoup appris de la crise de 2008 et a été bien discipliné dans son ensemble. Alors, je ne vois pas des compagnies qui ont fait des petits bêtises. C'est-à-dire des bêtises, qui sont fait des bêtises dans les affaires. Je crois plutôt que dans l'ensemble, le secteur dans son ensemble a souffert un changement et a appris des leçons de 2008. C'est ça, tout à fait. Super. On le voit justement lors de chaque crise. On en revient sur l'Espagne et c'est un peu la même chose en Belgique, que le secteur bancaire a quand même un impact important, très important. Justement, Frédéric et Sébastien, dans quel état d'esprit est la banque par rapport au secteur immobilier en général? On passera un peu sur l'Espagne, mais par rapport au secteur immobilier, ou même comment se porte la banque en Belgique aujourd'hui, le secteur bancaire? Tout d'abord, bonjour à tous. Avec Sébastien, on espère que vous et vos proches vous portez bien. Je pense que ça a déjà été bien expliqué par Pablo et par Maria. La crise, on ne peut pas la comparer à 2008. Je pense que le secteur immobilier n'est pas mis en difficulté en Belgique actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt les personnes, les emprunteurs, leurs revenus qui sont peut-être mis en danger. C'est ça. Peut-être leur travail même. Donc, ce qu'on doit analyser, nous, c'est leur capacité à pouvoir rembourser leur dette, en fait. Donc, peut-être que Sébastien peut expliquer ce qu'on a fait pour les gens qui sont endettés actuellement.
Essentiellement, en ce qui me concerne, ce sont les entreprises. Donc, au niveau des entreprises, on a été très proactif au niveau de Belfius. Dès la fin du mois de mars, on a contacté nos clients ou les clients nous contactaient pour essayer de les aider financièrement, pour anticiper les futurs problèmes de trésorerie. Et donc, on a mis en place des franchises en capital sur les crédits de nos clients professionnels. En général, on octroyait 6 mois de franchise de capital avec allongement de la durée pour ne pas impacter trop les mensualités qui restaient. C'est une bouffée d'oxygène pour nos clients. Ils en ont bien besoin aujourd'hui parce que c'est un véritable tsunami qui touche le monde de l'entreprise. Et donc, forcément, indirectement, les employés et les emprunteurs potentiels. Donc, on a été très proactifs à ce niveau-là. Ça fait 3-4 semaines qu'on a traité des centaines de demandes au niveau de notre société. Après, c'est en train de se calmer. Aujourd'hui, au niveau des entreprises, je pense qu'elles ont fortement anticipé. On en reçoit encore quelques-unes pour l'instant. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le travail habituel reprend au niveau de nos équipes. Certes, il y a moins de demandes, mais on sent quand même que les entrepreneurs veulent vite reprendre leur activité et réinvestir. C'est ça. Bah, donc, à ce niveau-là, c'est difficile de l'entendre. Excuse-moi, Frédéric, tu disais? Oui, et donc, comme ça a un impact sur les entreprises, ça a un impact sur les particuliers. Donc, chez nos clients, on a dû aussi faire des efforts pour leur permettre de ne pas nécessairement rembourser du capital. C'est ça. Ce qui, en fait, n'est pas nécessairement lié au dossier en Espagne. Parce qu'ici, on est vraiment dans un domaine un peu plus particulier, dans le sens où c'est souvent une seconde résidence et de temps en temps de l'immobilier de rapport. Donc, je pense que par ce fait-là, on va être moins touché pour nos clients qui font des acquisitions en Espagne. C'est ça. D'abord chez Belfius et à mon avis, dans l'ensemble des banques belges, on ne peut pas prendre de garantie en Espagne. Donc, on va d'abord voir au niveau de l'immobilier belge du client et peut-être via des assurances groupes ou des autres types de garanties pour créer un endettement vis-à-vis du client. Donc, à notre niveau, c'est plutôt oui. Est-ce que les gens ont bien du travail pour pouvoir s'endetter pour acheter en Espagne? Et ça dépend de leurs revenus. C'est ça. C'est vraiment le ratio revenu est garanti alors ici en Belgique. Et par contre, est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, les conditions vont être changées, durcies ou pas du tout? Alors, d'abord, concrètement, tout crédit qui a été signé, l'offre est signée, ben, on ne revient pas en arrière. D'accord. Pour les dossiers en cours et les demandes en cours, alors on regarde principalement si l'emprunteur a été impacté, est-ce qu'il est au chômage, est-ce que ses revenus sont réduits, et on vérifie si ça a un caractère durable. Si c'est momentané, alors ça ne nous inquiète pas. Malheureusement, si on objective que le client ne retrouvera pas ses revenus d'avant, on va lui demander d'avoir une épargne de 12 mensualités. C'est ça. Ça, c'est le critère actuellement, qui n'a rien à voir avec l'immobilier. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pablo Maria sont assez clairs là-dessus. Je pense que l'immobilier n'est pas impacté. C'est plutôt les emprunteurs à qui on doit faire attention et dans un deuxième temps, peut-être l'immobilier de rapport. Oui. Mais je pense que l'immobilier de rapport, quand c'est un locataire, c'est pour un appartement, on ne peut pas appeler ça vraiment de l'immobilier de rapport. Je pense que les clients qui veulent acquérir un ou plusieurs biens pour les mettre en location en Belgique, là, on va être beaucoup plus strict. Au niveau de l'Espagne, on ne va pas changer nos critères. Souvent, quand même, l'immobilier en Belgique a une valeur plus élevée que les appartements en Espagne. A priori, c'est plus ou moins logique d'avoir une villa en Belgique qui coûte plus cher qu'un appartement, une chambre ou 2 chambres en Espagne. Donc, on est quand même relativement à l'aise au niveau des quotités. Donc, on ne va pas changer les critères d'octroi des dossiers en Espagne. C'est ça. Et peut-être la question compliquée,
Est-ce que dans les semaines ou les mois qui viennent, les taux seront plus intéressants ou est-ce qu'on va rester sur la même lignée que ce qu'on connaît sur les derniers mois et même la dernière année, on est quand même sur des taux d'emprunt qui sont très intéressants à l'heure actuelle. Est-ce que ça va être encore le cas? Ça, c'est la très bonne question. Alors, les banquiers centraux ouvrent le robinet technique de l'hélicoptère, mettent beaucoup d'argent dans le marché, ce qui devrait créer une inflation, ce qui devrait entraîner une augmentation des taux. D'accord. Ça, c'est le phénomène technique. Maintenant, au niveau des entreprises, en tout cas, on a vu un impact. En 2-3 semaines, les taux ont repris 20 points de base facilement. Et donc, nous, au niveau des entreprises, on a quand même vu une hausse des taux qui est toujours contrôlée, mais voilà, elle est là en tout cas. Oui. Donc, on peut s'attendre quand même, comme Frédéric le dit, avec l'inflation, à ce que les taux ne descendent pas tout de suite en tout cas. Le deuxième phénomène, c'est que les banques vont quand même devoir soutenir l'économie par justement les reports en capitaux, que ce soit avec les sociétés, avec les particuliers, et ça, a priori, dans le monde entier. Ça va coûter de l'argent aux banques. Il ne faut pas, à mon avis, occulter le fait qu'ils puissent augmenter leurs taux pour augmenter leurs marges. Donc ça, ce sont les deux éléments qui font que les taux devraient sûrement partir à la hausse. Maintenant, si on veut, dans notre société de consommation actuelle, continuer à consommer, il faut que les taux soient bas. Donc, je pense qu'il va falloir déterminer ou voir vers quelle politique on va se diriger. Mais je pense que personnellement, les taux vont partir à la hausse. Oui, je le pense. D'accord. C'est une donnée qui est importante à avoir. Donc, je vous en remercie. Je vais peut-être passer à David. Merci Frédéric et merci Sébastien. David, moi j'aimerais bien avoir ton avis après avoir entendu les différents intervenants, mais avant ça, si tu pouvais peut-être nous donner quelques nouvelles au niveau du groupe Zap Invest et la situation quotidienne des équipes. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan. Écoutez, au niveau de Zap Invest, comme l'ont dit plusieurs intervenants, on est également confinés, que ce soit en Belgique comme en Espagne. On est à disposition des clients, on répond aux questions qui nous viennent, tant au niveau de l'achat en lui-même, pour les clients qui sont en cours d'acquisition, que pour les clients qui utilisent nos services, comme notre service de gestion locative, qui est quand même assez impacté. Donc, on a des échanges qui sont quotidiens. Au niveau, je dirais, de la partie location, c'est peut-être là où on a le plus de questionnements, puisque, vous le savez, on est confiné jusqu'au mois de mai officiellement. Les frontières sont fermées jusqu'au 17 mai. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que l'Espagne va pouvoir être visitée cet été? Je dirais que notre activité locative, elle en dépend fortement, puisque l'été, c'est 80-90% de notre chiffre d'affaires. Ça impacte évidemment directement les propriétaires aussi qui mettent en location à court terme. Voilà, c'est un questionnement. J'ai encore lu un article hier qui indiquait que, évidemment, les instances, notamment ici en Andalousie, sont en train de mettre en place un projet, une action qui permettrait avec beaucoup de mesures qui permettraient de justifier qu'on peut recevoir, notamment ici en Andalousie, qui est une des régions les plus visitées, qu'on peut recevoir les clients étrangers pour évidemment pour le bien de l'économie. Vous savez qu'on dépend fortement du tourisme avant tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est une inconnue encore aujourd'hui. C'est évidemment le secteur le plus impacté, le secteur du tourisme. Voilà. Écoute, c'est vrai que c'est une des inquiétudes de la part des clients de savoir si on pourra voyager, mais surtout les propriétaires qui ont acheté pour mettre en location. Je sais que tu es pas mal en contact avec les promoteurs. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir deux représentants. Maintenant, peut-être d'autres personnes. Tu as un peu l'état d'esprit actuel aujourd'hui au niveau du marché immobilier, que ce soit Costa del Sol, Costa Blanca. Comment est-ce que tu vois les choses, ou quels sont en tout cas les échos que tu as de nos partenaires? Alors, je rejoins assez bien Pablo et notamment Maria dans ce qu'ils disent. J'ai l'impression en effet qu'il y a plus une forme de manière générale d'impatience sur quand est-ce qu'on va pouvoir retourner au boulot, plutôt qu'une inquiétude sur le long terme.
j'ai eu un représentant, un dirigeant de Metrovas SA hier, qui est donc un promoteur leader ici en Espagne, coté en bourse d'ailleurs. Et lui me disait, écoute, on a la grande différence avec 2008, c'est qu'en effet, on est très liquide. Donc, on s'est paré à cette crise momentanée. Il disait d'ailleurs que dans les plus gros groupes promoteurs comme AIDAS, comme Metrovas SA, comme Via Accélérée, il n'y a pas de chômage technique aujourd'hui. Donc, malgré qu'il n'y a pas de visiteurs, toutes les équipes sont 100% au travail pour préparer demain, évidemment. Donc, même s'il y a cet inconnu sur le timing. Comme le disait Pablo aussi, je pense que les banques ont été beaucoup plus clinées. La différence en 2008, c'est l'immobilier, la cause de la crise, contrairement à ce qui s'est passé en 2008. Donc, ils sont assez confiants, Jonathan. C'est vrai qu'il y a des projets qui connaissaient peut-être déjà un ralentissement avant la crise. Il y a toujours des projets qui sont plus difficiles à vendre, qui trouvent moins vite acquéreurs. Je pense que ceux-là, pour ces projets-là, les promoteurs, avec les semaines qui passent, trouveront peut-être des solutions, peut-être même parfois de certaines réductions de prix. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être une généralité. Les promoteurs aujourd'hui n'ont aucun besoin de baisser leur prix pour vendre. Comme le disait Pablo, le stock actuel ou le stock en devenir, donc ce qui est en construction, est à 80-90% vendu. Donc, il n'y a pas de panique à ce niveau-là. C'est ça. Écoute, je te remercie. En tout cas, c'est bien de voir que vous êtes tous très, très positifs, en tout cas sur la manière dont on peut affronter cette crise. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir. On va tout doucement clôturer ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose ou ajouter quelque chose. Si vous me permettez. Oui. Oui, nous, je voudrais simplement ajouter, car nous travaillons beaucoup avec des clients étrangers, c'est la plupart de nos clients, des clients qui proviennent aussi de l'Europe, mais nous sommes en train de voir aussi une augmentation des clients nationaux qui est en train de rechercher un appartement. Et surtout, on voit, je ne sais pas si cela arrive la même chose dans la Costa Blanca, mais on reçoit beaucoup de demandes de clients, surtout qui proviennent de Madrid, que c'est malheureusement l'un des villas qui a été plus touché par le Covid et ils sont en train de chercher un appartement. Et nous sommes en train de détecter aussi que la situation du Covid est en train de bouleverser certaines choses. Par exemple, il faut penser à des gens qui sont en train de passer plus d'un mois enfermés à la maison avec des espaces trop petits, qui sont la connexion avec l'extérieur à travers une fenêtre, même ils ne disposent pas d'une terrasse. Et on voit qu'à ce moment-là, ils sont en train de réfléchir, de penser, de dire on veut changer, pas simplement, et on voit des cas qu'ils sont en train de se projeter, pas de changer simplement d'un bien, de propriété, mais aussi de résidence. Ils sont en train de penser dans un destin comme la Costa del Sol, que c'est un destin qui a été toujours lié à une qualité de vie, et qu'ils sont en train de voir qu'avec le Covid, partager des espaces aussi petits, c'est un espace extérieur. Et ils ont besoin, la situation est en train de changer un peu, même la philosophie de vie de certaines personnes, et qui se projettent de changer de résidence, de venir à la Costa del Sol dans un futur prochain, et même avec la technologie, avec le télétravail aussi. Et il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils peuvent aussi travailler dans un endroit différent, de maintenir leur activité, et pourquoi pas de dire je mérite une vie un peu meilleure et d'échanger avec ma famille, avec même des résidences. Ces courriers, c'est une donnée que je voulais vous partager avec vous, car on est en train de voir un peu ça, et c'est vraiment un courrier de gens qui sont en train de dire, avec la situation de confinement, ils sont en train de dire on veut changer et on veut trouver un espace un peu plus habitable, un peu plus grand, mais aussi dans un endroit qui est lié avec un climat plus doux et aussi avec une qualité de vie meilleure. C'est ça. Ça rejoint en fait un peu ce que recherchent nos clients. Hein. En réalité, je vais dire la population espagnole est peut-être en demande de ce que recherchent nos clients depuis des années.
Justement, pour peut-être la dernière petite question pour Pablo, pour Maria, s'il y avait un conseil que vous donneriez aux Belges qui souhaitent acheter aujourd'hui, ce serait lequel? Pablo? La vie continue. Et il y a toujours les plages, et il y a toujours les espaces, il y a toujours la nature, il y a toujours, c'est-à-dire on a eu un problème exogène, comme on a dit avant, mais la vie continue et il faut en profiter. C'est ça. Tu peux compter sur nous. Hein. Dès qu'il y a les avions, on vient profiter avec toi sur une terrasse. Et toi, David, peut-être un conseil à donner aussi ou pas? Oui, moi, je rejoins Pablo. Je pense que ce n'est pas une crise, même si elle est sérieuse, bien évidemment, ce n'est pas une crise qui, dans le temps, ne devrait pas durer ce que dure une guerre ou ce qu'a duré la crise de 2008. Ne doit pas empêcher aux gens de réaliser leur rêve, pour ceux pour qui c'était un rêve de venir s'installer de temps à autre, comme moi, je le fais maintenant au soleil, ou pour ceux qui veulent diversifier leurs investissements. Je pense que ça reste une valeur refuge. Le Belge a une brique dans le ventre. Et d'ailleurs, le Belge n'a jamais eu autant d'argent épargné qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut garder cap sur ces objectifs. Certes, peut-être pour ceux qui sont plus à l'aise à attendre, je peux le comprendre. Hein. On a vécu ici en Espagne la même chose avec le Brexit. Avant qu'un Brexit soit réellement prononcé, les Anglais étaient un petit peu plus sur la réserve, étaient plutôt observateurs. Et puis enfin, quand il y a eu un dénouement, eh bien, on a retrouvé une clientèle anglaise qui était toujours aussi présente qu'avant. Donc moi, je leur conseille bien évidemment de venir nous voir dès qu'ils peuvent le faire. Super. Moi aussi, je viendrai vite te voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent peut-être ajouter quelque chose? Moi, Jonathan, dire simplement pour les clients qui sont intéressés à l'achat en Espagne, simplement de dire que je crois que c'est les bons moments pour même connaître mieux, avoir plus d'informations sur les projets. Peut-être les clients ont plus de temps aussi pour se dédier à la recherche et ils peuvent compter sur la technologie à ce moment-là. Et avec la possibilité que je crois, les marchés immobiliers est en train de donner sur les visites virtuelles pour connaître mieux ce qu'il est en train de se commercialiser, pour se préparer mieux à sa future vente. Et aussi, même, pourquoi pas, de profiter de de la flexibilité que les promoteurs sont en train de donner à ce moment-là. Et je crois qu'on parlait beaucoup, et à ce moment-là, j'entends beaucoup de comparer la situation actuelle avec Ingar. Donc, on parle d'Ingar, on parle qu'il y a une destruction de tout. Et ici, vraiment, l'infrastructure, la qualité de vie, ça continue. Et il faut simplement continuer à les faire confiance. C'est ça. Écoute, ce sont des beaux mots pour terminer. Je tiens tous à vous remercier. Merci Pablo. Merci. Je rappelle le directeur commercial de la société Aedas Homes, qui présenté aujourd'hui très bien. Merci Frédéric et Sébastien qui sont intervenus de Belfius Bank. Étienne, cabinet d'avocat Ave Abogados. Merci à vous. Notre office manager, mais surtout licencié en sciences politiques et l'administration publique de l'État. Maria Jesus de chez Forcel, c'est enfin David. Merci à vous pour l'invitation. Je vous remercie tous. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur certains points et répondre à certaines de vos questions. Sachez que toute l'équipe Zapinvest se tient à votre disposition pour les questions que vous auriez. On est disponible par mail, par téléphone et par vidéoconférence. Je vous invite d'ailleurs à être présent sur notre page Facebook si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, si vous regardez cette vidéo en direct, c'est que vous l'êtes, mais vous la voyez peut-être sur un autre canal. On se réjouit de pouvoir en tout cas tous vous retrouver, que ce soit dans les bureaux, en rendez-vous à votre domicile, à un événement, parce qu'on fait beaucoup d'événements, en voyage de prospection, ou tout simplement, et c'est là où j'ai envie qu'on se retrouve, c'est autour d'un verre sur une terrasse en Espagne. Et là, voilà, ça va vraiment dire que ça a pris. Je vous souhaite tous un bon week-end, une bonne soirée et merci d'avoir été avec nous. À bientôt, au revoir.